Bonjour, chers étudiants. Nous allons commencer ce cours qui s'intitule Efficacité énergétique et thermique du bâtiment par une introduction et rappel de physique du bâtiment. D'abord, il faut savoir à quoi sert l'énergétique du bâtiment, sachant que le bâtiment est un gros consommateur d'énergie. Alors, dans ce bâtiment, on doit avoir le confort. Donc le bâtiment devrait être confortable et assurer sans aucune consommation d'énergie un confort au moins équivalent à celui qui règne à l'extérieur. S'il est bien conçu et construit, il peut fournir un confort nettement supérieur, représenté par la courbe A de la figure ci-dessous, où nous avons la zone de confort. Donc la courbe A représente le bon bâtiment, contrairement à la courbe B qui représente un bâtiment inadapté. Donc, et nous avons la courbe C qui représente le climat extérieur. Alors, suivant la conception, la consommation varie énormément. Donc, nous avons ici dans cette figure des normes. Alors, si on est dans cette zone, on est hors norme. Si on est dans cette zone, nous sommes dans les normes, dans les anciennes normes, et les normes actuelles sont représentées par cette zone. Et donc ici, nous avons en abscisse l'indice de dépense énergétique. C'est un paramètre qui définit donc la consommation d'énergie annuelle totale exprimée en mégajoules ou en kilowattheure par surface par mètre carré de plancher chauffant avec les murs inclus. Cet indice est expliqué plus en détail dans une autre section. Et donc ici si nous travaillons, donc nous utilisons les énergies renouvelables, nous sommes dans la plus basse consommation représentée par cette zone. Donc, pour les applications de l'énergétique du bâtiment, pour limiter la consommation d'énergie à des valeurs raisonnables, il est nécessaire de savoir où agir, comment utiliser cette énergie, comment l'exploiter. Il faut donc pouvoir prédire le flux d'énergie dans le bâtiment afin d'agir correctement là où il faut agir. Quelques rappels de physique du bâtiment. Dans les rappels, il faut évoquer la capacité thermique, il faut connaître donc tous les modes de transfert de chaleur, à savoir la conduction, la convection, le rayonnement et aussi l'évaporation, condensation. Le rayonnement solaire, donc il faut connaître donc le rayonnement solaire par cette partie qui est nécessaire donc, avant d'étudier le cours de l'énergétique, enfin de l'efficacité énergétique. Et puis nous avons la convection. Alors, il faut connaître d'abord la position du soleil, les angles solaires, les paramètres longitude, latitude, altitude et les angles solaires. Avant de passer donc à l'étude proprement dite du confort du bâtiment. Alors ici nous avons les besoins de l'occupant. Pour le besoin de l'occupant, le premier rôle d'un bâtiment est de protéger les occupants des rigueurs du climat extérieur. Un bâtiment confortable assure à ses occupants un climat intérieur agréable et peu dépendant des conditions extérieures, notamment météo et acoustique.
la gestion optimale de l'énergie, quoique important du point de vue de son impact sur l'environnement, intervient en deuxième priorité lorsque les conditions de confort sont satisfaites. Alors, en ce qui concerne le confort, donc c'est un état de bien général. Il faut donc remplir des conditions thermiques, température de l'air, les sources de rayonnement, température de surface environnante. Il faut donc avoir la qualité de l'air, une bonne qualité, hein, connaître l'humidité relative de l'air, la vitesse, la pureté ou la pollution de l'air, et aussi un autre paramètre qui est l'acoustique, le niveau de bruit, le temps de réverbération, c'est-à-dire la durée d'écho, et aussi le côté visuel, l'éclairage. Il faut donc avoir un éclairage, un bon éclairage naturel ou artificiel avec des couleurs et le volume intérieur et distribution des volumes. Et les autres influences aussi qui interviennent dans le confort. Nous avons le degré d'occupation des locaux, l'ambiance, etc. Donc ici, le confort thermique, donc des facteurs liés à l'individu qui sont donc dans le confort, son activité et le rendement de cette activité, son habillement, donc il faut qu'il soit habillé conformément donc à la réalisation du confort, les facteurs liés à l'environnement, la température de l'air, la vitesse de l'air, la pression du vapeur d'eau. Et puis ici nous avons donc le flux de chaleur en fonction de la température ambiante. Donc nous avons les quatre qui figurent ici dans le rayonnement, la conduction, la convection et l'évapotranspiration. Et il est usuel de quantifier la sensation de confort en utilisant cette échelle, l'échelle de Fungger. Si on est donc dans l'échelle de -3 à -2, nous sommes du très froid au froid, c'est l'insatisfaction, et de l'échelle -1 passant par 0 jusqu'à +1, c'est l'échelle de satisfaction, donc on passe du frais au confortable au tiède. Et si on est dans notre échelle qui est de +2 jusqu'à +3, on est donc de l'autre côté de l'insatisfaction parce qu'on passe du chaud au très chaud. Alors, une autre méthode consiste à compter le pourcentage de personnes insatisfaites dans un lieu, les conditions de confort. Ce pourcentage est directement lié au vote moyen d'une population donnée. On fait intervenir deux paramètres qui sont le vote moyen prévisible, le PMV, ou Predicted Mean Vote, qui est l'appréciation moyenne d'une population dans un environnement donné, qui correspond à l'échelle -3 jusqu'à +3. Et puis, nous avons notre paramètre qui est le pourcentage prévisible d'insatisfaits, PPD, Predicted Percentage of Dissatisfied, qui exprime la part des sujets insatisfaits dans une condition donnée. Alors, on peut représenter la courbe PPD en fonction de PMV, dont l'expression est la suivante. Et nous sommes donc ainsi sur cette courbe, on constate qu'avec un PMV nul, il reste quand même 5% d'insatisfaits. On peut pas, il est impossible de satisfaire tout le monde. Ce nombre monte jusqu'à 10% pour un PMV plus ou moins 0,5 et 20% pour un PMV de plus ou moins 0,84. Alors, nous avons d'autres paramètres. Donc, les paramètres influant le confort thermique, la température de l'air, la température radiante moyenne, aussi la vitesse relative de l'air, la pression partielle de vapeur d'eau, l'activité métabolique du sujet, son activité, son travail mécanique, la surface de la peau du sujet, l'activité spécifique du sujet, son travail spécifique, la résistance thermique des habits ou l'habillement et la fraction de la surface habillée. Donc, tous ces paramètres figurent dans l'équation de Fungger qui donne donc le PMV en fonction de tous ces paramètres
Et pour le coefficient H de transfert thermique des habits, on prend celle des deux expressions ci-dessus qui donnent la valeur la plus grande. Donc, nous avons ici le coefficient H de transfert thermique des habits en fonction d'autres paramètres. Alors, les activités, en ce qui concerne l'activité de l'être humain, il est soit couché, soit assis, soit inactif, soit il est assis dans un bureau, il est debout inactif, ou activité légère, ou travail debout, par exemple ménage, atelier, ou la marche, autour de 4 km par heure, le travail intensif mécanique lourd, et puis la marche autour de 5 km par heure et la course autour de 10 km par heure. Donc chaque activité correspond à un dégagement de chaleur. Et là, ici, sur ce tableau, nous avons donc le mètre qui est l'indice de l'activité et puis le dégagement de chaleur par mètre carré, 1 watt par mètre carré, ou le dégagement de chaleur par personne. C'est donc ce tableau représente le taux de métabolisme moyen correspondant à diverses activités. Alors, nous avons ensuite la température opérative idéale en fonction de l'habillement et du métabolisme qui est représentée donc ici par cette figure. Donc nous avons tous les paramètres, donc toutes les températures et les habillements, donc les habillements qui varient donc d'une personne à une autre. Et puis ici vous avez les activités représentées en mètres des personnes, donc soit couchées, soit assis, soit debout, soit en marche, etc. Alors, les facteurs d'inconfort supplémentaires, le courant d'air. Donc le courant d'air c'est un facteur, on sait tous que le courant d'air est un facteur d'inconfort. Et là, nous pouvons mesurer la vitesse de l'air dans un écoulement turbulent, mesuré avec un anémomètre rapide. Et donc l'intensité de turbulence est définie par le rapport sigma sur mu. Le pourcentage d'insatisfait est alors donné par cette relation. Donc nous avons donc toujours ce qui concerne soit le pourcentage de satisfait, soit le pourcentage d'insatisfait qui ne peut jamais être zéro. Donc au minimum il est à 5%. Nous avons donc dans cette figure la vitesse moyenne de l'air, combinaison de vitesse moyenne, d'intensité de turbulence et de température qui cause 10% d'insatisfait. En général, la vitesse moyenne de l'air en fonction de la température. Et nous avons des zones différentes. Donc, par exemple, la zone confortable se trouve ici, donc avec ses valeurs de température et de vitesse moyenne de l'air. Et ici, nous avons donc des zones d'inconfort ou de risque de plainte, là où les êtres humains ne sont pas satisfaits de ce cas-là. Donc en règle générale, on évite de causer des courants d'air dont la vitesse excède 0,2 m par seconde dans la zone occupée. Il est même recommandé de ne pas dépasser 0,1 m par seconde. Alors l'utilité du modèle de confort thermique, c'est il est utile donc de faire le calcul des bilans énergétiques, le calcul des températures, la conception d'habitation. Et en ce qui concerne la qualité de l'air, donc nous avons plusieurs qualités. Un air de bonne qualité ne contient pas d'impuretés ou quantité gênante. Et là, nous avons donc des échelles correspondant à la pollution donc, extérieure ou intérieure et les autres pollutions causées par donc, les êtres humains. Risque de mort prématurée estimé par
pour divers polluants. Le risque le plus élevé est le tabagisme,